présidentielle. Bonjour. Bonjour à vous. Ordonnance numéro 26/021 du 28 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo, en sigle FIS-RDC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 81. Vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ces articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telles que modifiées et complétées à ces jours, vu l'ordonnance numéro 24/088 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu les décrets numéro 24/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics tels que modifiés et complétés par le décret numéro 23/14B du 12 avril 2023, vu le décret numéro 25/031 du 2 octobre 2025 portant création et organisation d'un établissement. Création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, en abrégé FIS-RDC, spécialement son article 8, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo, en sigle FIS-RDC, les personnes ci-après. Messieurs Clavin Kabamba Nsoupi, Messieurs Émile Donatien Louhahi Osumba, Messieurs Maximilien Bandou Ndongala, Messieurs Jean-Claude Moukania Chibumba, Messieurs Timothée Katanga Tunda. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Clavin Kabamba Nsoupi, président du conseil d'administration. Messieurs Émile Donatien Louhahi Osumba, directeur général. Madame Nina Massangou Mwamba, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 février 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/020 du 28 février 2026 portant création d'un panel d'orientation stratégique chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour l'exercice 2025-2027. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79, vu le pacte
sur la sécurité, la stabilité, le développement dans la région des Grands Lacs, ainsi que ces protocoles, considérant que lors du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale de la région sur la région des Grands Lacs, CIRGL, tenue à Kinshasa le 15 novembre 2025, la présidente de la dite organisation régionale a été confiée à la République démocratique du Congo pour l'exercice 2025-2027, considérant la nécessité impérieuse et l'urgence de doter le président de la République d'un cadre national structuré, permanent et sécurisé, dédié à l'orientation stratégique, à la préparation, au suivi, à l'accompagnement politique et diplomatique de l'exercice de cette responsabilité régionale majeure, ordonne. Article 1er, il est donc institué au sein du cabinet du président de la République un organe spécialisé ad hoc dénommé panel d'orientation stratégique de la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ci-après dénommé le panel. Le panel est placé sous l'autorité directe du président de la République. La durée de sa mission est strictement limitée à celle du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de la CIRGL. Article 2. Le panel a pour mission d'assister le président de la République dans la définition, l'orientation stratégique, la coordination et la mise en œuvre de l'agenda du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de la CIRGL. Article 3. Sous l'autorité du président de la République, le directeur de cabinet du président de la République assure la supervision institutionnelle du panel. À ce titre, il reçoit des orientations, recommandations et rapports issus des travaux du panel, en assure la transmission au chef de l'État, veille à la cohérence institutionnelle et à l'arrimage des travaux du panel avec l'action du président. Article 4. La coordination opérationnelle du panel est assurée conjointement par le desk Grand Lac et le ministère de l'intégration régionale, agissant en sa qualité de secrétariat technique permanent. Article 5. Le panel comprend des membres permanents chargés de mettre en œuvre l'orientation politique et stratégique du mandat de la République démocratique du Congo. Il représente notamment le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, le haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la coordination nationale du PDDRCS, le collège géopolitique et diplomatie. Article 6. Peuvent être associés aux travaux du panel selon les thématiques abordées le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministère des Mines, le ministère des Finances, la cellule de communication de la présidence de la République, l'Agence nationale des renseignements. Article 7. Le panel fonctionne comme un organe collégial et de réflexion stratégique et de suivi. D'autres détails sont à retrouver dans le journal officiel. Article 14. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 15. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 février 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/018 du 26 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle NGIP RDC SA.
Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles à 69, à 79, 81 et à 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générale relative à la transformation des entreprises publiques, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle ANGIP, RDCSA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle ANGIP RDCSA, les personnes ci-après. Messieurs Thierry Chitenga Kabuya, Messieurs Richard Beya Ilunga, Messieurs Kevin Koumaf, Messieurs Francis Bandubola, Messieurs Didier Potiti Ilanga, Madame Alicia Nsisi Masofila, Messieurs Amissi Bouchéri, Messieurs Adalbert Loulou Kibombo. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Thierry Chitenga Kabuya, président du conseil d'administration, Messieurs Richard Beya Ilunga, directeur général, Messieurs Willy Bombito Bomba, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 février 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original le 26 février 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kenji-Kamole, directeur de cabinet. Eh bien voilà, merci Madame Tina Salama pour cette lecture. Et ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, et revenons sur cette activité de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a présidé le jeudi dernier la cérémonie des signatures du mémorandum d'entente relatif au cadre bilatéral des coopérations sanitaires entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et celui des États-Unis d'Amérique. Commentaire Emmanuela, commissaire. La République démocratique du Congo veut rassurer ses partenaires et accélérer son développement. Face au Fonds monétaire international, le gouvernement congolais réaffirme sa discipline économique et maintient le cap sur un programme triennal de près de 2,7 milliards de dollars, jugé globalement satisfaisant malgré un contexte sécuritaire et international incertain. Nous avons fait le tour d'horizon de la situation macroéconomique, la situation économique du pays, notamment dans le contexte du programme que le pays met en place en coordination avec le Fonds monétaire international, notamment dans le cadre de la facilité élargie de crédit et également dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc nous avons également échangé avec Madame le Premier ministre des challenges, des difficultés qui peuvent se poser étant donné la situation difficile à l'Est, étant donné les incertitudes de politique au niveau mondial. Et donc nous avons fait le tour d'horizon de ces questions en vue de s'assurer que le programme avec le FMI reste sur la bonne voie. Dans le même élan, la première ministre Judith Suminwa Tuluka consolide le front du financement interne en s'appuyant sur les secteurs bancaires nationaux. Objectif, transformer localement les ressources, mobiliser davantage des recettes et orienter les capitaux vers les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'éducation et la digitalisation. Je pense qu'il y a des enjeux de digitalisation qui sont aujourd'hui de plus en plus importants.
Donc voilà, donc il y a énormément de piliers sur lesquels nous pouvons travailler pour pouvoir marquer notre action de manière à contribuer à plus de croissance au niveau de la RDC. Un double signal envoyé aux partenaires, stabilité macroéconomique et accélération des investissements au service de la croissance. Le président de l'Assemblée nationale vient de palper la stabilité ainsi que l'élan des développements enregistrés en cette période de l'état des sièges à Bunia et Meboji, a notamment passé en revue les travaux de modernisation de l'aéroport et les bâtiments modernes de l'université de Bunia. Le speaker de l'Assemblée nationale n'a pas tari d'éloge à l'endroit du lieutenant général Johnny Luboya. Restaurer la paix tout en développant la province, voilà la dynamique impulsée par l'état des sièges en Ituri. À peine arrivé à l'aéroport de Bunia, actuellement à pleine modernisation par la société congolaise Mogabaan, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji Sangara, s'est dit impressionné par l'élan du développement qui connaît la province sous état de siège. Je suis agréablement surpris d'avoir... c'est pas la première fois que j'arrive ici à Bunia. Mais cette fois-ci, j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développés ou des pays asiatiques. Donc le travail sur la piste a été très bien fait parce que tout le monde à l'avion a réagi de la même façon que moi. De l'aéroport à l'université de Bunia, en passant par la voirie urbaine asphaltée par la société Mogabaan, le speaker de la chambre basse du Parlement a palpé du doigt la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mise en œuvre par le lieutenant général Luboya Kashamajoni dans cette partie du pays. Je voudrais féliciter l'entreprise qui a fait un travail de qualité. L'ingénieur vient de nous l'expliquer ici. Les standards, les normes internationales ont été respectées. Et féliciter l'autorité provinciale, l'autorité nationale aussi, pour l'accompagnement dans la modernisation de cet aéroport qui est d'une importance capitale pour notre pays. Perçu par certains comme une mission impossible, l'état de siège 4 ans après son instauration démontre aujourd'hui que la restauration intégrale de l'autorité de l'État passe également par les développements. Il convient de noter que le président de la Chambre basse du Parlement était accompagné de députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu au cours de cette mission dans ces deux provinces de l'Est de la RDC. Promouvoir la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés, et Eliezer Tambwe s'est largement penché sur cette question au cours des échanges qu'il a eus avec une délégation des chefs traditionnels, y compris des notables Teke. Serge Mata nous en parle. La promotion de la paix et la cohabitation pacifique étaient au cœur de ces échanges. Cette séance de travail a permis de passer en revue la mission de pacification menée par les ministres délégués à la Défense nationale et les Etombouis dans les Gambondundu pour désarmer la milice Mobondo. Lors des discussions, ces chefs traditionnels et notables Teke ont tour à tour félicité les ministres délégués à la Défense nationale pour les résultats obtenus et ces efforts de pacification déployés et menés dans les triangles Kinshasa, Gambondundu, Congo central. Ensuite, ces leaders Teke ont ouvertement manifesté leur volonté de dialoguer avec les frères Yaka. Question de tourner définitivement la page de l'insécurité. À cette occasion, les ministres délégués à la Défense nationale et les Etombouis a souligné le rôle majeur de ces leaders pour le retour de la paix définitive à la porte de Kinshasa et dans le Grand Bandundu. 4 ans. Quelques mois. Les conflits des miliciens Mobondo entre Teke et Yaka a duré plus de 4 ans, causant des morts et plusieurs déplacés. J'en ai seulement quelques mois depuis que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo m'a confié cette mission de pacification de cette partie du territoire national. Juste après l'audience, la délégation de la communauté Teke est repartie rassurée des efforts du gouvernement de la République portés par les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et les Etombwe Pochi.
La coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation s'apprête à lancer des opérations de désarmement et démobilisation des 1500 combattants à Kailo, dans la province du Maniema. Une équipe séjourne dans cette province pour évaluer les faisabilités. Suivez. Réaliser et concrétiser différentes activités qui précéderont les opérations de désarmement et de démobilisation de plus de 1500 ex-combattants de groupes armés actifs à Lokando, dans les territoires de Kailo. Nous sommes bien dans la province du Maniema, où une délégation de la coordination nationale, conduite par le professeur Jeff Ntumba, assistant principal adjoint de la coordinatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles. Durant leur séjour, la délégation organisera les formations sur le contrôle et vérification d'armement en faveur des officiers militaires FARDC et de la police nationale congolaise et sur la formation d'identification, de vérification et d'orientation. Aussitôt arrivée, l'équipe a été premièrement accueillie par le point focal provincial du PDDRCS Maniema, Maître Amourani Yuma. Par la suite, au gouvernorat pour les civilités et par le gouverneur ad interim Georges Kassongo, ministre provincial de la Justice et des Droits humains. Après cette étape, la délégation a été reçue par les commandants de la 33e région militaire, un partenaire clé de mise en œuvre des opérations de désarmement. Avec lui, une mission d'état des lieux du site des opérations de désarmement et de démobilisation à Lokando a été planifiée et exécutée. Pour le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntangatita, l'arrivée de cette délégation dans les Maniema constitue un ouf de soulagement pour la population longtemps meurtrie par les affres de la guerre. Comment développer le tourisme dans la ville côtière de Mwanda, dans le Congo central? Eh bien, la question vend son pesant d'or. Le ministre Didier Maïzena s'y est rendu et a exploré tous les circuits touristiques de la traite négrière, les places sauvages de Ntiafumu, en passant par l'ancienne prison de Boulambemba, ces lieux qui rappellent les souffrances vécues par les Congolais durant l'époque coloniale. Découvrons cette exploration avec William Tunakov. Arrivé lundi 23 février 2026 à la cité côtière de Mwanda, 5e et dernière étape de sa mission d'itinérance au Congo central, où il a été reçu par l'administrateur du territoire, Nicolas Kindwelo Ndombasi, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mokanzu, et sa délégation ont visité tour à tour plusieurs sites touristiques qui nécessitent leur création officielle et leur valorisation par le gouvernement Judith Souminois sous le leadership du chef de l'État qui tient à faire de la RDC une des meilleures destinations en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Il s'agit d'abord de la célèbre marmite des esclaves, un trou de stockage des esclaves situé dans le village Ntiafumu qui rappelle les souvenirs douloureux de la traite négrière subie par nos ancêtres pendant la période coloniale, suivi de la forêt d'Mvula où les esclaves étaient gardés provisoirement avant leur embarcation pour l'Amérique sur ces plages sauvages de Ntiafumu. Ensuite, ils ont exploré à bord d'un canot rapide la magnifique réserve naturelle du parc marin des mangroves, partant de l'embouchure historique du fleuve Congo jusqu'à la localité de Kitona. Enfin, l'île de Boulambemba, située sur le fleuve Congo, un site historique majeur actuellement en état d'abandon qui abrite une ancienne prison des opposants politiques. On a visité des cellules des deux premiers ministres étaient internés ici. Je parle de 1960 avec le patriarche Antoine Gizenga, plus tard avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cet endroit est stratégique pour le tourisme. Et en collaboration avec le ministère de la Défense, le village touristique érigé à cet endroit, ça sera formidable et stratégique. Depuis l'île de Boulambemba à Mwanda, Willy Atunakov Kapumba Bangala Kapulkusu, RTNC. Congo central, restons-y. La ville de Matadi est devenue un vaste chantier à ciel ouvert. Le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, a inspecté certains chantiers, plus spécifiquement les bâtiments devant habiter le siège de l'Assemblée nationale. Images et commentaires, Cédric Kenina.
C'est en compagnie du vice-gouverneur Prosper Ntelantin-Bidila et du maire de la ville Dominique Nkodiambete que le gouverneur du Congo central, Grace Nkwangama Swangi Bilolo, a effectué cette descente sur plusieurs chantiers en cours dans la ville portuaire de Matadi. Les bâtiments de l'Assemblée provinciale Maison du Peuple a constitué la première étape de cette tournée d'inspection. Sur place, les constats ont été jugés satisfaisants par l'autorité provinciale. On a débuté les travaux au mois de février et jour pour jour, on vient de totaliser une année. Or, la durée des travaux, c'est pour 18 mois. Donc, on est en train de combiner les grosses œuvres et la finition. Donc, en tout cas, on est suffisamment avancé à une année déjà. Je peux dire que nous sommes déjà dans les bons et le délai sera respecté. L'avenue Bongena, qui donne accès vers la nouvelle assemblée provinciale, a également fait l'objet de la visite d'inspection du gouverneur Grace Bilolo. La réhabilitation de cette artère stratégique vise à fluidifier la circulation et à dynamiser les activités économiques locales. Bien avant cette tournée, les gouverneurs se rendit à l'Institut Londé en pleine transformation, dont les travaux sont réalisés par NNC HAD Corporation. Les salles de classe sont désormais modernes, aérées et lumineuses. Des nouveaux bancs pupitres métalliques offrent aux élèves un cadre d'apprentissage plus confortable et adapté aux standards actuels. Cette visite des terrains revêt un caractère stratégique pour les gouverneurs Grace Bilolo, déterminés à doter le Congo central des infrastructures dignes de la province de Simo-Kimbangu. Prenons à présent la direction de la ville de Kasumbalesa où la population a exprimé son allégresse ce jeudi 26 février 2026 après le rétablissement du courant électrique. Cette population qui a passé 2 mois dans le noir a remercié le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula qui a financé les travaux de construction de la nouvelle ligne de soutirage pour alimenter la ville. Tony Mutunga, reportage. La joie était immense à l'arrivée du gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, dans la ville frontalière de Kasumbalesa pour la mise sous tension de la sous-station électrique de la Société nationale d'électricité. Pendant plus de 2 mois, tout Kasumbalesa était plongé dans les noirs suite à une panne enregistrée à la sous-station électrique de Sodimiko, occasionnant ainsi la paralysie de plusieurs activités, dont cette entité située à 90 km de Lubumbashi, à la frontière entre la RDC et la Zambie. Les cris de détresse de la population sont vite tombés dans les oreilles de l'autorité provinciale, affectueusement appelée Mwana Mayo pour ses œuvres qui cadrent avec le social de la population. Martin Kazembe Choula a financé les travaux de soutirage de la nouvelle ligne électrique partant de la nouvelle sous-station construite par la SNEL. Voilà pourquoi l'honneur lui a été réservé juste pour activer sur un bouton dans une armoire des commandes afin de rétablir le courant dans toute la ville de Kasumbalesa, ce qui a traduit la joie immense de la population. Immédiatement après, les gouverneurs des provinces, avec à ses côtés le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Kaboué Mwamba, a visité les installations électriques sous la conduite du directeur régional sud de la SNEL, EC, avant de recevoir les ovations de la population qui a continué à témoigner sa gratitude au chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, qui a à son tour rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inscrit le secteur d'électricité dans l'agenda des 6 axes prioritaires de son 2e quinquennat. Quelques membres du comité provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial, ont pris tous part à la cérémonie inaugurale, sans oublier la présence remarquable du maire André Kapampa. Voilà, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, multiplie des actions de développement dans sa province. Martin Kazembe a procédé dernièrement à l'inauguration d'un centre de santé à Luambo. Cette bâtisse a été construite grâce à la perception de la redevance minière accordée aux entités décentralisées, nous rapporte Placide Kabasso-Chola. Au total, cette belle bâtisse constituant un tout vient de pousser sur les sols de Luambo dans le territoire de Kambove. Il s'agit de l'hôpital de référence Pan de Pembamoto Kiala-Mathieu, érigé dans l'aire de santé d'Isanga 3, zone de santé de Kambove, grâce à la redevance minière. Cette infrastructure a une capacité de 80 lits. Elle regorge plusieurs services, notamment les bureaux administratifs et de consultation de malades, les pavillons de malades, la maternité, le bloc opératoire et l'imagerie.
Cet hôpital de référence a été inauguré ce lundi 24 février par le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula en présence du ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashibantambo, de la ministre provinciale intérimaire de la Santé Valérienne Mombakiboko, de l'administrateur du territoire de Kambove Francis Kalombo, des autorités politico-administratives, du médecin inspecteur provincial, du grand chef de Basanga Pandé Pembamoto Kiala à la tête de tous les chefs traditionnels. Martin Kazembe Choula a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de remercier les grands chefs et inviter la population à la protection de ses biens publics. Commandant suprême président de la République. Celle de mettre le peuple au centre de toute action. Ne vous faites plus soigner chez les devins avec les racines. Si vous avez un enfant malade, désormais, venez le faire soigner dans cet hôpital. Fini l'adresse, l'autorité provinciale a coupé les rubans symboliques et visité l'hôpital inauguré. Il a enfin procédé à la remise des clés de contact de l'ambulance Pimpin 9 et un lot important de médicaments, dont du gouvernement provincial du Haut-Katanga à cet hôpital de référence. Construit depuis 1930, l'hôpital général de référence des Rungu, dans les Hauts-Tuélé, est en pleine réhabilitation. Pour la toute première fois, Jean Bakomito Gambou, en mission sur place, a inspecté les travaux des rénovations. Plus de détails avec Nathalie Mboula. C'est la toute première réhabilitation que l'hôpital général de référence de Rungu subit depuis sa construction aux années 1930. Venu s'enquérir de l'évolution des travaux financés par le Trésor public provincial, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, en séjour dans le milieu, fait le tour du berger de l'ensemble des pavillons sous la conduite du médecin directeur. La première phase du remplacement des toitures évolue normalement, mais il estime qu'il faut faire vite et mieux dans le cadre de la couverture santé universelle. Ce bâtiment date de 1938. Il était nécessaire, suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec la politique de la couverture de santé universelle, que nous puissions réhabiliter et même ajouter des bâtiments. Je note qu'il y a nécessité de pouvoir ajouter 1 ou 2 bâtiments, surtout pour la maternité. Le médecin directeur de cet hôpital, Dr Guimou Nyembangoui, n'en revient pas et s'est dit émerveillé. Je suis très content de voir le gouverneur passer ici chez nous, nous rendre visite et voir comment les travaux se déroulent. C'est pour nous vraiment une joie immense. Ce n'est pas pour sa première fois. Nous le remercions vraiment. De la santé à l'éducation pour tous, il n'y a qu'un pas. Jean Bakomito Gambou et sa suite visitent l'école des sourds-muets de Rungu. Reçus chaleureusement par ses enfants et leurs encadreurs et au regard des défis qui mènent l'éducation scolaire de ces enfants vulnérables, le gouverneur annonce un appui financier de l'ordre de $10 000 américains et un lot de vivres afin d'alléger la tâche au niveau de leur internement. Le passage de Jean Bakomito Gambou à cette école crée une ambiance de fête et redonne